Donc, oui. Donc, bonjour. On va commencer le temps que la salle, donc les autres arrivent. Et donc, on a la chance euh, pour cet atelier de discuter avec professeur Delphine Mitanchis, qu'on connaît donc très bien, expert en néonatologie, donc enseignante, pédiatre néonatologue, et donc qui dirige un grand service de référence donc à Tours. Donc avec moi pour modérer la science, professeur Daoudi, donc pédiatre, néonatologue, chef de service de réanimation néonatale CHU de Agadir. Donc soyez la bienvenue. Merci. Comment on va s'asseoir comme ça? Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de faire cet atelier. Alors en fait, c'est vous qui allez travailler, je vous dis tout de suite, parce que j'ai fait des petits cas cliniques, et donc histoire qu'on échange de façon un peu active. Donc vous êtes prêts à réfléchir, à répondre, faut oser répondre, d'accord? Il y a un micro en plus là qui peut circuler, je vois, s'il y a besoin. Ok. Donc vous n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous allez me répondre, parce que nous, on a des pratiques avec les moyens que l'on a qui ne sont pas forcément vos moyens. Donc, c'est intéressant de pouvoir échanger sur ce que vous faites. Et voilà, on apprend chacun les uns des autres. Ça va dans les deux sens, en fait. Ok, alors un petit cas clinique pour commencer. Donc, il s'agit d'une petite fille qui est née au terme de 32 semaines avec un poids de 1,3 kg. Donc, elle est supérieur au 10e percentile. Donc, vous voyez, son poids, il est placé sur la courbe. Et donc, elle est née suite à une menace d'accouchement prématuré simple. Et elle s'adapte bien. Elle n'a pas de détresse respiratoire. Elle n'a pas de pathologie. Donc, en fait, qu'est-ce que vous lui proposez comme nutrition le premier jour? D'accord. Et donc là, on est quand même plus orienté. Je ne détaillerai pas le parentéral, ce n'est pas le but de l'atelier. Donc vous commencez l'entéral à J0. Et avec quoi? Comment? Avec l'allaitement maternel, si on a la possibilité de l'avoir. Et puis après, on n'a pas de possibilité de supplémenter le lait maternel ici. On est un peu bloqué par rapport à ça. Et puis on démarre ça dépend, chaque service a son protocole pour l'alimentation entérale, mais on fait effectivement une entérale, mais avec les possibilités, parce que par exemple le trimène il est en rupture, on a tout ça, c'est le problème d'avoir. D'accord. Et juste, donc là, on ne parlera pas de la parentérale, parce que ce n'est pas l'objectif, mais, entérale. En entérale, on commence par le lait maternel si on peut, sinon lait pour préma. Lait pour préma, c'est ce qu'on fait. Même à ce poids-là, donc. Oui. D'accord. Et donc, en fait, effectivement, là, j'ai repris en fait les recommandations de l'OMS, carrément, qui donc a fait des recommandations. Je vous invite à prendre ce petit recueil qui est assez intéressant. Donc, qui dit que, bien sûr, il faut débuter le plus tôt possible, donc dès le premier jour. Donc, je dis, c'est bien ce que vous me répondez. Je dis ça parce que je peux vous dire que en France, il y a des services qui ne les alimentent pas forcément le premier jour, alors que c'est les recommandations de l'OMS. On reparlera du problème du jeûne inutile. Et bien sûr, le lait de mère est recommandé. Donc, si on peut, il faut absolument commencer le premier jour avec le lait de mère. Alors, le lait de mère, je vous la refais pas, mais c'est pour les plus jeunes. En fait, il n'y a pas mieux et plus équilibré, bien sûr, pour le nouveau-né, qu'il soit prématuré ou non, que le lait de mère, sur sa digestibilité, son osmolarité qui est faible, l'absorption des lipides et la richesse en acides gras essentiels, les facteurs anti-infectieux, les effets positifs sur le microbiote, et puis surtout, on sait depuis maintenant les années 90 que le risque d'entérocolite est diminué avec le lait de mère. Donc, je rappelle toujours que le lait de mère, ce n'est pas juste une accumulation de nutriments, mais c'est ce que j'appelle un système biologique complexe, avec plein de choses dedans, qu'on ne sait pas reproduire en réalité, puisque vous voyez, il y a des hormones. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, même pas. Donc, je n'ai pas de flèche. Donc, il y a des hormones, des probiotiques, des cellules immunitaires, etc. Et il y a en particulier aussi des oligosaccharides. Alors, je ne sais pas si ici, vous avez des laits, parce qu'il y a les industriels qui essayent de mettre des oligosaccharides
dans les laits industriels. Donc les oligosaccharides, c'est en fait, comme il dit, c'est des saccharides, c'est-à-dire que c'est composé. Donc, il n'y a pas une flèche. Vous n'avez pas une flèche. Si, parce que ça me serait plus pratique, parce que je crois que celle-là, vous ne la voyez pas, non, elle ne passe pas. Donc, en fait, les oligos, c'est les HMO. Vous en avez. D'ailleurs, je crois qu'il y a un topo tout à l'heure sur les HMO. Je fais une petite introduction comme ça. C'est des polymères qui associent forcément du glucose et du galactose, donc les ronds bleus et les ronds jaunes. Et puis après, il y a différentes choses qui sont associées dessus. Donc, les HMO, en fait, il y en a énormément. Et c'est une spécificité du lait humain. On ne retrouve pas de HMO dans les autres laits de mammifères, excepté un petit peu dans le lait des primates. Donc, c'est vraiment une spécificité humaine. Et donc, je pourrais vous faire un cours d'1 heure sur les HMO. C'est absolument passionnant. Parce que le profil d'HMO des mères dépend de leur origine géographique. Donc, vraisemblablement, les HMO, ils ont été sélectionnés, j'allais dire, les profils de sécrétion de HMO ont été sélectionnés probablement pour prévenir les infections digestives et du coup la mortalité des nouveau-nés. Donc c'est très intéressant, hein, les HMO. Et je crois encore une fois qu'il y a un symposium à midi sur le sujet. Et je vous invite à aller l'écouter parce que c'est vraiment un sujet très passionnant. Et pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à l'évolution humaine en général, il y a une part de sélectivité sur les HMO qui est extrêmement intéressante. Et donc, ils ont plein de fonctions, comme vous pouvez le voir, sur notamment, donc, ils limitent l'adhésion sur la paroi de l'intestin des bactéries pathogènes et des virus, etc. Donc, très intéressant. Donc, je n'ai pas de petit pointeur. Si vous avez un petit pointeur, super. Attends. Des HMO, donc qui agissent sur un effet antibactérien parce qu'ils limitent l'adhésion des virus ou des bactéries sur la paroi intestinale. L'effet probiotique, donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser le développement de bactéries plutôt protectrices sur le plan du microbiote et ils ont aussi un rôle directement sur la balance immunitaire. Mais encore une fois, c'est pas le propos d'ici, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je vais pas le détailler. Vous m'interrompez hein, si vous avez besoin de poser des questions. Bon, donc on continue. On a décidé qu'on l'alimentait le premier jour avec du lait de mer. Et donc on prescrit du lait de mer et une perfusion avec un soluté, avec au moins du G10, du calcium, si on peut, des protéines. Je ne sais pas si vous avez les solutés tout près, je ne pense pas, Pédiaven et compagnie. Voilà. Donc au moins G10 calcium. Et on a des problèmes d'avoir le prix même. Oui. On a de sacrés problèmes. Beaucoup de ruptures. Ouais. Après, donc si vous faites, c'est sûr que ce n'est pas les recommandations de l'EBSGAN dans l'absolu. Mais si vous commencez l'alimentation entérale, ça fait un apport de protéines déjà, etc. Voilà, donc on a dit qu'on mettait 8x4 de lait de femme sur sonde gastrique. Et après, comment poursuivre la nutrition entérale? Comment on continue? À J1, par exemple. Là, on est à J0, on a fait 8x4. Ouais, alors les autres, vous êtes d'accord avec ça? En fonction du transit et de la tolérance. Ok. Alors effectivement, je n'ai pas dit, mais elle tolère bien. Et en effet, alors je suis vraiment contente que vous me répondiez ça. Parce que c'est ma lutte quotidienne. Moi, je vis avec des néonatologistes qui ont peur de leur ombre. Donc, chaque matin au staff, on traîne. On n'augmente même pas de 20 ml kg. Donc, on garde des cathéters centraux parce que vous êtes pressé, vous n'avez pas le cathéter. Donc, au moins, vous allez vite. Et en fait, j'arrête pas de dire, mais pourquoi vous augmentez pas plus vite? C'est entre 20 et 30 ml kg. Un enfant qui tolère bien l'alimentation peut aller à 30 ml kg. Évidemment, si elle a le ventre un peu ballonné, pas beaucoup de transit, on peut aller à 20 plutôt qu'à 30. Mais quand ça se passe bien, on peut aller jusqu'à 30. Et éventuellement, l'enrichissement. Donc, on va reparler de ces deux points. Donc, vous avez absolument raison. Alors ça marche pas. OK. Donc, c'est les recommandations de l'EBSGAN. Hein. C'est bien d'augmenter de 20, enfin même de 18 à 30 ml kg. Et je répète ça sans arrêt à mon staff, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Je répète que, vous savez bien qu'en néonate, le problème de la néonate, c'est qu'on manque de ce que j'appelle l'evidence-based medicine. Il y a très peu d'études randomisées qui, vous êtes d'accord, est le gold standard
pour démontrer quelque chose en néonatologie. Et bien là, il n'y a pas de discussion. Regardez, il y a une étude randomisée publiée dans le New England, et comme je dis, ce n'est pas tous les jours que les néonates publient dans le New England quand même, ça n'intéresse pas grand monde. Eh bien, ils ont randomisé 2800 enfants de moins de 32 semaines, moins d'1,5 kg, avec 2 régimes, 30 ml kg ou 18 ml kg jour d'augmentation. Et en fait, ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence sur la survie, le neurodéveloppement à 18 mois, et non plus, il n'y avait pas de différence sur le risque d'entérocolite. Donc, pour une fois qu'on a une étude solide, randomisée avec plus de 2000 enfants, il n'y a pas de discussion, on peut aller jusqu'à 30 ml kg. Donc, merci, ça me fait du bien d'entendre cette réponse. Mais c'est parce qu'encore une fois, vous devez vous dépêcher parce que vous n'avez pas la voie centrale. Et je peux vous dire que du coup, quand on a la voie centrale, ben, c'est peut-être pas là qu'on fait la meilleure médecine, parce que les études montrent aussi que quand les enfants sont alimentés plus vite par voie entérale, ils ont une meilleure croissance et ils sortent plus vite de l'hôpital. Donc voilà, c'est très important. Ok, et donc, vous le savez, alors, c'est pareil, je pense que vous n'avez pas les produits d'enrichissement du lait. Je vous dis ce que nous on fait, mais attendez, il y a des alternatives. Donc, il faut quand même savoir que pour un prématuré, même si j'ai dit que le lait de mère, c'est le meilleur aliment, il est insuffisant pour assurer les apports en protéines, en calcium et en phosphore chez un prématuré. Donc, on a des produits d'enrichissement, soit le Fortipré de chez Gigo, soit le Fortémat de chez Gallia. Et ça, le Nutriprem, en fait, c'est essentiellement des protéines, en fait. C'est énormément de protéines. On l'utilise quasiment pas, en fait. On utilise surtout l'un ou l'autre des 2 premiers qui se ressemblent très fortement. En dehors du fait que y en a un, je crois que c'est le Fortémat qui contient du fer et le Fortipré qui ne contient pas de fer, mais voilà. Donc ça, vous ne l'avez pas. Non, rien. D'accord. Cela dit, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas, parce que vous avez les produits Gigos et Gallia, hein. Là, c'est probablement question de marché, question de rentabilité. D'accord. Alors, on n'a pas d'explication par rapport. Donc ça, je vous montre, hein, quand on rajoute, vous avez là la composition moyenne du lait de mère, ici, donc vous voyez 62 calories, les protéines, les lipides, donc les glucides, et puis surtout le calcium et le phosphore. Donc le calcium et le phosphore sont très bas dans le lait de mère. Alors même s'ils sont mieux absorbés que dans les laits artificiels, c'est pas suffisant pour un enfant prématuré, donc on l'enrichit. Avec, donc là, j'ai mis l'exemple avec le Fortipré. Donc, vous voyez, on va jusqu'à 3%. Donc, effectivement, on augmente les calories, les protéines et surtout quand même le calcium et le phosphore. Alors, je l'avais déjà présenté. Vous savez qu'il y a eu aussi une étude qui a été publiée dans JAMA Pediatrics, qui est quand même une très bonne revue, et qui a montré, qui a comparé l'enrichissement du lait de femme avec soit un fortifiant parmi ceux que je viens de vous montrer, soit avec du lait pour prématuré, en fait, en rajoutant de la poudre de lait pour prématuré. Vous voyez, donc ils ont pris 153 enfants. Finalement, il y en avait à peu près 60 dans chaque groupe. Ceux dont le lait était renforcé par une formule pour prématuré, et ceux qui étaient renforcés par un fortifiant, comme je viens de vous montrer. Et donc, vous voyez que la composition entre l'enrichissement avec le fortifiant ou l'enrichissement avec le lait pour prématuré, donc en termes il est effectivement moins élevé. Après, ils n'ont mis que 1 gramme pour 25 ml. Est-ce qu'on peut mettre plus? Je ne sais pas, il faudrait regarder l'osmolarité. Donc c'est quand même moins riche. Pour autant, ils n'ont pas vu de différence sur la croissance des enfants. Donc là, vous avez le gain de poids, vous voyez, dans les 2 cas, on est très proche et ce n'est pas différent de façon significative. De même que pour le gain de taille et de périmètre crânien. Donc, c'est intéressant quand même. Donc, vous pouvez mettre du lait, enrichir votre lait avec de la poudre de lait pour prématuré. La croissance est similaire. Et du coup, ils avaient un petit peu plus, en fait, de retard de croissance finalement avec les fortifiants, de retard de croissance extra-utérin. Il y avait moins d'épisodes d'intolérance, vous voyez, avec le lait pour prématuré qu'avec le fortifiant. Et il n'y avait pas plus d'entérocolite, donc finalement, presque, on a l'impression qu'il y a une meilleure tolérance digestive. Donc, ça peut être une alternative. Donc, je vous invite c'est donc de 2021, Chinapan, là, du JAMA Pediatrics, qui a donc montré ça, et je trouve que c'est quand même assez intéressant comme alternative aux fortifiants que vous ne pouvez pas avoir, en fait. Et puis, en plus, c'est vachement moins cher, parce que c'est un prix qui est divisé par 5. Ouais. Quel est
le maximum d'apport quotidien par kilo qu'on peut administrer. Généralement, c'est autour de 160 ml jour. Ouais, nous, on va même jusqu'à 180 parfois. Ouais. Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 220 avec une bonne tolérance. Pour de lait de femme? Oui, oui, oui. Oui. Donc, il n'y a pas d'étude dans ce cas-là pour dire quelle est la dose ou quel est l'apport maximum qu'on peut avoir. En volume? En volume? Oui. Non, alors je vais te répondre. Nous, habituellement, on est entre 160 et 180. Si un enfant, il grossit bien, oui. Je vais parler des laits prêts après, hein. S'il grossit bien avec 160, on ne bouge pas. S'il ne grossit pas bien, on monte à 170, 175. Et le lait de mère, oui. Je le dis régulièrement, surtout le lait de mère pur, lâchez-vous. 200 ml kilo. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants, quand les mères, elles tirent leur lait, qu'elles donnent le lait au biberon et qu'on peut mesurer, qui prennent beaucoup de volume avec le lait de mère. Donc moi, si tu me dis, je vais à 200, 220 et que l'enfant va bien, qu'il vomit pas, ça ne me choque pas, en fait. Pas tout le temps, mais pour du lait de mère, hein, je ne le fais pas pour du lait artificiel. Oui. Oui, je crois qu'il faut donc tenir compte d'abord du poids. Ah ben oui, vous allez voir, on va en parler. Voilà. Et bien sûr. On peut aller jusqu'à 200, comme vous dites. Ah non, mais quand il va à 200... retard de croissance, par exemple, prématuré et retard de croissance. Et... C'est au cas par cas. Oui, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Bien sûr. La règle, c'est autour de 160. C'est la règle. Et on calcule, c'est autour de 160. Mais parfois, on a l'impression qu'il a besoin d'un peu plus et qu'il tolère bien et qu'on a besoin d'un petit plus pour qu'il puisse alors, démarrer. Donc déjà, évidemment, c'est du cas par cas. Il y a des règles et après, on ajuste en fonction de la croissance, et on va y revenir un petit peu plus loin. Et nous, on est plutôt à 170, mais je te dis, si à 160, des fois, ils grossissent bien, on laisse. Si des fois, je dis, allons à 200, c'est du lait de mère pur, allons-y, effectivement, parce que c'est des enfants qui grossissent mal. Et je voulais vous rappeler une chose, je ne l'ai pas mis là, mais en fait, là, je vous ai montré tout à l'heure, très gentiment, une composition moyenne du lait de mère. Mais en fait, on ne sait pas. Chaque lait de mère, et donc ça, j'ai une très belle diapo, je ne l'ai pas mise là, mais où il y a une variabilité interindividuelle du contenu en calories, en lipides, en protéines. Donc, vous pouvez avoir des mères qui ont des laits très riches et des mères qui ont des laits moins riches. Donc, ce qui peut expliquer le fait qu'on soit obligé de monter parfois la quantité de lait de mère. Là, on fait une moyenne parce qu'en fait, si vous voulez, ça, c'est calculé sur les... Nous, on a des lactariums en France où on fait des poules de lait de donneuses et on a une composition moyenne. Mais en pratique, la composition d'un lait de mère, il faudrait pour chaque enfant, comme je dis, pouvoir mesurer la composition avec ce qu'on appelle les milk-scans, ce qu'on utilise pour le lait de vache d'ailleurs, hein, très simplement, les industriels l'utilisent, parce que chaque lait de mère a une composition différente. Et parfois, on a des enfants qui grossissent pas bien avec le lait de leur mère. Et moi, je rappelle à mes collègues que peut-être qu'elle a un lait qui est moins riche que les autres et qu'il faut en donner plus, effectivement. Voilà. Donc, en tout cas, le lait de mère, juste pour vous rappeler, que normalement, l'OMS recommande un allaitement exclusif, si possible, jusqu'à l'âge de 6 mois. Voilà, c'est un petit rappel. Alors, à 35 semaines, cette petite fille, elle pèse 1,850 kg. Donc, vous avez là, voilà, elle continue sur sa courbe. Elle est alimentée totalement par voie entérale, excusez-moi, il y a une erreur, avec 8 x 40 de lait pour prématuré. Donc là, on l'a passé au lait pour prématuré, puisqu'il n'y avait probablement pas de lait de mère, et puis elle présente des rectorragies abondantes isolées, avec un bilan biologique normal, une CRP à 15. La radiographie de l'abdomen est celle-ci. Alors, est-ce que vous avez ce problème-là, vous, de rectorragie isolée? De temps en temps, c'est exceptionnel. Vraiment. Alors, nous, ce n'est pas du tout exceptionnel. On en a plein. Je ne sais pas pourquoi. C'est la colite, on en a tout le temps. Il y en a au moins 1 ou 2 chaque semaine dans le service. À ce point-là? Ouais. Non, on n'a pas ça. Et donc là, voilà. Donc, bien sûr, la première chose qu'on a, rectorragie du nouveau-né, on élimine l'entérocolite, hein, vous êtes d'accord, c'est évidemment l'obsession. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de pneumatose, croyez-moi. C'est quel jour? C'est le premier jour? Non, elle est à 35 semaines, tu vois, elle a 2 semaines de vie, là, ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Voilà, elle a vieilli, elle est née à 33 semaines, je crois, c'est ça? Voilà, donc elle a vieilli, ben, c'est ce qu'on voit à peu près à 2-3 semaines de vie, apparition de rectorragie, isolée, donc ce n'est pas une entérocolite. Et donc, souvent, ce qu'on voit, c'est des parois interrances un peu épaissies, mais sans plus. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on arrête l'alimentation et après, on refait le bilan biologique, bien sûr, 24 heures pour voir un peu si la cinétique. Et on essaie de reprendre l'alimentation soit avec un lait d'hydrolysat de protéines ou autre. Donc, c'est ce qu'on
ce qu'on essaie de faire. Mais l'arrêt de l'alimentation, la question, c'est combien de jours? Est-ce qu'on part sur 24 heures, sur 5 jours, comme l'ancien protocole et parfois des... Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, c'est une bonne question. Si vous voulez, quand on a cet aspect-là de... Parce qu'on a la trouille, en fait. Parce que des fois, on a vu aussi des rectoragies isolées se transformer en entérocolites. Donc, en fait, là, vous voyez qu'il y a quand même un épaississement interance. On a un abdomen, certes, il n'y a pas de pneumatose, mais bon, on se dit, il se passe quand même un peu quelque chose dans son ventre. Donc, moi, j'ai la même attitude que Khalid. C'est-à-dire, on fait un arrêt alimentaire de 24-48 heures. Ça nous laisse le temps d'être sûr que ça n'évolue pas en entérocolite et on reprend. Alors, je ne sais pas combien de temps vous arrêtez l'alimentation en cas d'entérocolite. Chaque cas est un cas. Ça dépend de quel stade. Ouais. Jusqu'au CDB, jusqu'au stade de complication. De toute façon, on arrête 24-48 heures minimum. Et puis, on commence par la nutrition non nutritive. Oui, alors oui, donc on va, en fait, ce que je voulais, on va pas dans le détail, mais en fait, vous arrêtez, ouais, je pense, au moins 48 heures pour une entérocolite, je pense. Bah, nous, c'est entre 5 et 15 jours, en fonction du stade. Et ce qui va rentrer dans la réflexion, c'est la gravité de la pneumatose, l'étendue de la pneumatose, l'importance du syndrome inflammatoire, et bien sûr, l'état clinique, parce que si l'abdomen reste douloureux, machin, que les rectoragies durent longtemps, etc., on s'adapte. Mais c'est entre 5 et 15 jours. Pour les rectoragies isolées, on arrête 24-48 heures et on reprend. Bien sûr, si le ventre n'est pas douloureux, etc., puis si le ventre devient douloureux, parce que là, c'était isolé, j'ai dit, donc ça veut dire cliniquement, il n'y avait rien, on reprend l'alimentation avec un hydrolysa poussé de protéines. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous va? Rectoragie isolée. Alors justement, 2 semaines après le début de ce régime, les rectoragies réapparaissent, peu abondantes, mais récurrentes. Et donc, l'état clinique est inchangé. Et donc, qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Donc, je vous ai fait un petit QCM. Donc, l'arrêt de l'alimentation entérale pendant 7 à 10 jours, poursuite de l'alimentation avec le même hydrolysa pendant 1 mois, introduction d'un mélange à base d'acide aminé, introduction d'un hydrolysa de protéines de riz, introduction d'un hydrolysa de protéines de soja. Bah en tout cas, c'est ce qu'on va dire que c'est l'hypothèse, c'est l'allergie non IgE-médiée, en fait, qui explique la colite. Donc, vous faites quoi, vous, en pratique? Il faut arrêter l'alimentation, c'est sûr. Un hydrolysa, il est indiqué pour quelle durée? En fait, si vous voulez, il y a eu, donc, en pratique, normalement, on doit... C'est-à-dire que si vous avez, sous un hydrolysa poussé de protéines, vous avez une récidive des rectoragies, normalement, vous devez passer à un stade au-dessus, mais je ne sais pas si vous avez les produits. C'est-à-dire le mélange à base d'acide aminé type néoquette, en fait, ou alors ce dont on dispose, mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez, ce qui maintenant, je vais vous montrer et recommander aussi, c'est l'hydrolysa de protéines de riz. Par exemple, il y a le Modila Cri, je ne sais pas si vous l'avez, et donc il n'y a pas de protéines du lait de vache, c'est un peu moins cher que le néoquette, et c'est mieux toléré sur le plan du goût, en fait, c'est moins dégueulasse que les... Voilà. Les protéines, donc en fait... En cas de récidive, est-ce qu'on refait le bilan? Vous pouvez refaire le bilan, mais nous, on en a plein comme ça où elles se remettent. Si les rectoragies sont isolées, avec un état clinique inchangé, on ne fait pas forcément le bilan. Ça dépend de la clinique, parce qu'en fait, on en a plein. Nous, je vous dis, nous, c'est le quotidien, où on les met sous hydrolysa, et puis 15 jours, 3 semaines après, ils ont récidivé au moins 2 fois leur rectoragie, donc là, on arrête l'hydrolysa simple, enfin, on passe soit... au néoquette, mais maintenant de plus en plus souvent, on me dit la crie en fait. Et les protéines de soja, c'est pas recommandé, l'hydrolysa de protéines de soja, c'est pas recommandé avant 6 mois. En fait, je vous rappelle qu'il y a eu un pas à pas, qui a d'ailleurs été fait par le professeur Tougnan, qui montrait que quand on avait donc des rectoragies chez un nouveau-né qui recevait des PLV, donc là,
on était dans la situation de rectoragie abondante. On a exclu les PLV. Et là, on a eu une récidive des rectoragies. Donc là, en fait, on passe à la préparation à base d'acide aminé ou l'hydrolysate protéine de riz, parce que ce PAPA a été écrit en 2019. Et depuis, il y a eu 7 articles de l'EBSGAN qui met bien en avant que quand on a un enfant qui a des rectoragies sous formule, sous lait artificiel, eh bien, on peut faire l'hydrolysate protéine ou l'hydrolysate protéine de riz, etc. Donc là, je pense que vous ne voyez, j'ai l'impression que c'est tout flou. C'est flou pour vous sur l'écran? Je ne sais pas pourquoi, moi, c'est clair. Donc, en tout cas, je vous invite à regarder ce papier. Vous avez toutes les situations et c'est là où il parle bien. C'est vrai que c'est bon. Donc, c'est là où il parle bien des différentes alternatives possibles. Donc, soit, ce que je viens de vous dire, hein, c'est l'hydrolysa dans un premier temps, les solutions d'acide aminé dans un deuxième stade, ou le modulacri, c'est-à-dire les hydrolysates protéines de riz. Les hydrolysates protéines de soja, je ne sais pas si vous les avez ici, mais ce n'est pas avant 6 mois, je répète. Et ça, c'est très bien argumenté dans ce papier qui date de 2023. Je crois. C'est marqué en bas, mais c'est tout flou. C'est bon? Oui. Ok, bah voilà, je vous ai mis un petit mot sur les... Donc, il ne faut pas confondre hein, ces laits à base de... Enfin, c'est des laits qui sont fabriqués à base de protéines de riz. Il ne faut pas les confondre avec les laits de riz. Vous savez, les trucs un peu bizarres là qui traînent, ce n'est pas la même chose. Hein. Ça, vous voyez, c'est fait par Modilac, Pico, Novalac. Et donc, ils contiennent tous les nutriments nécessaires à la croissance des enfants. C'est une préparation infantile qui est strictement réglementée. Et donc, elle est validée par le comité de nutrition de la Société française de pédiatrie et l'EBSGAN, la société européenne, comme alternative dans l'allergie des protéines de lait de vache. Alors ça, vous avez des représentants de ces laboratoires-là, il faut leur demander pourquoi vous ne pouvez pas les avoir. Hein, parce que vous avez le néoquette ici. Vous avez le néoquette au Maroc. Bah, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas avoir ça, alors, parce que c'est moins cher que le néoquette pour moi, ça. Ok, c'est bon? Alors, on change de cas clinique. Ok. Donc là, c'est un petit garçon qui est né à 29 semaines. Donc, il est né à 22 heures avec un poids de naissance de 1000 grammes. Donc là, il est sur la courbe. Il est juste au-dessus du 25e percentile. Et il a donc une bonne adaptation. Il reçoit du surfactant pour une maladie de membrane hyaline. Et finalement, il est en VNI avec 18 plus 4, 40 par minute. Il n'a pas de problème hémodynamique. Son canal artériel est fermé. Vous souhaitez débuter la nutrition entérale à J1, donc il est né à J0, 22 heures, vous n'avez pas accès au lait, donc vous dites J1, je vais débuter l'alimentation en complément de la nutrition parentérale. L'abdomen est météorisé et sensible, le transit n'a pas débuté, donc quand est-ce qu'on débute l'alimentation et avec quelle modalité? Donc là, on est sur un 29 semaines, 1000 grammes, hein. On est un petit peu plus jeune que la fois précédente. Pardon? Dans les 6 heures qui suivent. Ouais, c'est-à-dire J0, quoi. Mais les autres, vous dites quoi? C'est toujours les mêmes qui répondent. Oui. Vous débutez comment l'alimentation? Alors, je vais vous dire un truc. Ils sont tous météorisés quand on leur souffle dans le ventre avec une VNI. Parce qu'alors là, ça m'agace. Tous les matins, on me dit « Ouais, il est ballonné, alors j'arrête l'alimentation. » Et je dis « Évidemment, il est ballonné, tu souffles de l'air dans le ventre. » Donc, en fait, ils sont tous ballonnés. Je suis désolée. L'important, c'est qu'ils aient éventuellement un transit, etc. Mais bon. Vous n'avez pas envie de commencer l'alimentation? Oui. Donc, en fait, il y a un concept qui, pour moi, doit être appliqué, c'est que la nutrition entérale chez le nouveau-né prématuré doit être débutée le plus tôt possible. C'est ce qui permet d'avoir une croissance la plus adéquate. La mise en route de la nutrition entérale prévient ou limite le risque de complications liées à la nutrition parentérale, évidemment.
Et il faut retenir que le jeûne non justifié n'est jamais bénéfique. Jamais. Et en fait, il faut comme je dis, les néonates, en particulier dans les pays européens qui ont, comme je le disais tout à l'heure, ont beaucoup de peur, et ils ont peur de l'entérocolite notamment. Hein. Et alors qu'on sait qu'à partir de 24 semaines, il y a déjà la plupart des enzymes digestifs sont sécrétées, avec une activité lactase faible mais suffisante au regard des volumes de lait qu'on va administrer. Le problème essentiel, c'est la diminution de la motricité intestinale, une dysmotricité. Et quand on retarde l'apport entéral, eh bien, on entraîne une atrophie villositaire. Là, toutes ces petites villosités, elles vont diminuer, une diminution de l'activité motrice et enzymatique, et une réduction des capacités d'absorption et de digestion. Et donc, effectivement, le moyen de débuter tôt, sans prendre de risque, une alimentation entérale, c'est de faire de la nutrition trophique. Et c'est exactement ce qu'il faut faire chez ce genre d'enfant, où il a quand même pas de transit, un abdomen qui n'est pas tout à fait nickel. Donc, je vous rappelle que la nutrition trophique, le principe, c'est des petits volumes de lait, 10 à 20 ml kg en bolus, débuter le plus tôt possible. Donc, en général, on fait 24 fois 1, puis quand ils sont à moins de 1000 grammes, on peut des fois faire 12 fois 1. Et c'est indiqué pour les prématurés, les retards de croissance sévères, enfin tous ceux qui vont présenter une entéropathie, et aussi les nouveau-nés chirurgicaux. Et en fait, je vous dirai après. Donc vous débutez l'alimentation entérale à J1 sous forme de nutrition trophique. Comme on a dit, 24 fois 1, en bolus toutes les heures. Alors c'est mieux en bolus si on peut, qu'on continue, parce qu'il semblerait que ce soit plus efficace quand on le fait en bolus. Après, si vous voulez, dans le service, des fois, quand la charge de travail est trop lourde, ben moi je dis tant pis, on le fait en continu, plutôt que de rien faire. Voilà, parce que l'infirmière n'a pas forcément le temps d'aller toutes les heures rajouter son millilitre de lait. Donc au bout de 24 heures, donc vous avez fait ça, je rappelle, il est à 22 heures. Vous avez débuté à J1, quand il a fait jour, vous avez commandé du lait, ou vous tirez le lait de la mère et donnez à cet enfant la nutrition trophique, et le lendemain se pose la question de la prescription. Donc, au bout de 24 heures, lors de la transmission, on vous rapporte que les résidus gastriques sont verts, peu abondants. Le transit a débuté, donc on est content, et l'abdomen est toujours météorisé, souple, non douloureux. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour la nutrition entérale à J2 ? Vous arrêtez l'alimentation, vous mettez en place une aspiration digestive, vous augmentez l'alimentation de 30 ml kg, vous arrêtez l'alimentation et vous prescrivez des antibiotiques, ou vous poursuivez la nutrition trophique. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes qui répondent. Je vous interdis de répondre. Ok, on va changer. C'est par là qu'on va faire parler. Allez. Donc, vous arrêtez l'alimentation. Vous faites quoi ? Vous faites rien ? Ah ben, il faut prendre des décisions dans la vie. Hein. Vous ne savez pas. Alors, je rappelle, il y a des résidus verts. Hein. Oui, c'est normal. J'ai vu des résidus verts, mais l'abdomen est souple, non douloureux, et l'enfant ne prenait pas. Donc on augmente un peu, et on maintient la même alimentation. Voilà, moi je maintiens la nutrition trophique. Alors, je dis ça parce que moi, j'ai régulièrement dans mon service ce genre d'enfant dit « Ah ben, on a arrêté la nutrition trophique parce qu'il a des résidus verts. » Et donc là, je m'arrache les cheveux. Parce que le meilleur moyen de vaincre les résidus verts, c'est-à-dire, en fait, il s'agit d'une entéropathie du prématuré, qui va, donc une dysmotricité, vous êtes d'accord, qui va s'améliorer avec la nutrition trophique. Donc en fait, ils n'ont pas compris. Ils font l'inverse de ce qu'il faut faire. Et en fait, je voudrais vous démontrer, je trouve que le modèle le plus beau pour démontrer l'efficacité et le bénéfice de la nutrition trophique sur l'entéropathie du prématuré, bah, c'est l'aparoschisis en fait. Donc, je rappelle que donc, la nutrition trophique, il a vraiment été clairement démontré que ça améliorait la croissance de la muqueuse, la maturation des fonctions musculaires et endocrines intestinales et probablement bénéfice sur la flore, sur le microbiote. Et moi, comme je te dis, c'est pas, nous, on ne le compte pas dans la nutrition hein, quand on est en nutrition trophique parce qu'on fait les résidus et on les jette s'ils sont moches toutes les 3 heures. Je dis c'est du lait médicament en fait. On utilise le lait comme un médicament pour traiter l'entéropathie. Voilà, et donc il a été montré qu'on avait une meilleure croissance, qu'on atteignait l'alimentation entérale totale plus rapidement. Et en fait, et puis il n'y avait pas plus d'entérocolite. En fait, je vais vous montrer le laparoschisis, je pense que vous connaissez, pour la plupart vous en avez de temps en temps. D'accord. Et les nouveau-nés avec malformation digestive, comme le laparoschisis et même les atrésies digestives, eh bien, comment gérer leur alimentation, sachant que pour les laparoschisis, ils ont une altération de l'absorption
et une diminution du péristaltisme. En fait, c'est une entéropathie caricaturale, la paroschisis. C'est une entéropathie caricaturale avec un iléus sévère et une dysfonction intestinale. Donc, en fait, on a un intestin à rééduquer. Et en fait, c'est un peu lié à mon histoire personnelle parce que moi, j'ai été chef de clinique à l'Institut de puériculture où j'avais des camions de préma tout petits, gna gna gna. Et c'était le début de la nutrition trophique. On causait de la nutrition trophique chez le préma. Et je suis arrivée à Necker en 2000, fin d'année 2000. Et là, je me suis retrouvée par contre avec des camions de mal foutus, en particulier hernie de coupole, l'omphalocèle, la paroschisis. Et les laparoschisis m'ont interpellée. J'ai dit, tiens, en fait, ils se comportent comme les grands prémas qui ont une entéropathie. Et donc, j'ai proposé un protocole. Je veux dire que ça n'a pas été simple, hein, parce que pour proposer quelque chose à Necker, il faut vous lever de bonne heure. Hein. Mais j'ai fini par y arriver au bout de quelques années. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer l'effet de la nutrition trophique précoce et de l'augmentation progressive de l'alimentation entérale chez les nouveau-nés porteurs de la paroschisis. C'est-à-dire d'appliquer chez ces enfants le protocole qu'on faisait chez l'enfant prématuré. Sachant que, avant que j'arrive à Necker, parce que j'étais la première néonatologiste à m'occuper des nouveau-nés à Necker, les laparoschisis, quand ils étaient opérés, ils étaient alimentés par les anesthésistes, que je respecte. Moi, je ne sais pas endormir un malade, mais je pense qu'ils ne savent pas nourrir un nouveau-né, et qui, en fait, alimentaient de façon, sans protocole, en fait, de façon un peu anarchique. Et donc, j'avais proposé ce protocole, du lait de femme en bolus toutes les heures, voilà, à partir de J5 post-fermeture de la paroi abdominale. On interrompait éventuellement si il y avait une augmentation des résidus gastriques ou si les enfants vomissaient. Et après 5 jours, eh bien, si le volume des résidus avait baissé d'au moins 50%, on continuait à augmenter la ration comme on fait chez l'enfant prématuré. Et on faisait, en même temps qu'on faisait finalement une stimulation avec la nutrition trophique par le haut, on faisait des lavements rectaux par le bas, 1 à 2 fois par jour. En fait, ces enfants ont commencé la nutrition trophique. Il y a un article qui a été publié, ils avaient moins de 30 ml kg/jour de résidus gastriques. Mais ça veut dire qu'un enfant de 2 kg, il avait jusqu'à 40 ml par jour de volume de résidus gastriques verts. Et on y allait quand même. Et en fait, ce qui était assez spectaculaire, c'est qu'au bout de 48-72 heures, souvent on avait comme un effet siphon, et ça baissait d'un seul coup. Donc on l'a publié, on a fait une étude. Alors pour vous dire que à l'époque, il y avait 2 centres à Paris qui regroupaient les malfoutus, si je puis dire, Necker et Robert Debré. On a fait donc cette étude en prospective. On a pris le groupe contrôle des 5 années antérieures. Donc il y avait 51 laparoschisis qui étaient alimentés sans protocole, de façon tout à fait anarchique. Et on a fait pendant 18 mois une étude prospective. En 18 mois, vous voyez, on a eu 22 laparoschisis. Et donc, ils étaient comparables pour l'âge maternel, etc. Un peu, ceux dans le groupe contrôle étaient un peu plus vieux en termes et un peu plus gros en poids. Et ce qu'on a montré, c'est que dans le groupe contrôle, en fait, ils attendaient que l'iléus cède pour les alimenter. Donc, ça pouvait durer longtemps. D'ailleurs, vous voyez, ça a pu durer jusqu'à 76 jours quand même. Voilà. Et puis, nous, on débutait normalement à 5 jours. Donc là, c'est les médianes et extrêmes. Donc, il y en a 34 jours. En fait, celui-là, c'était une histoire terrible. C'est un enfant qui est né à 37 semaines d'une dame qui ne s'est pas fait du tout suivre et qui est arrivée avec une galette dense. Il avait une périviscérite monstrueuse et c'était un paquet dense. Donc, ça a été très compliqué pour débuter l'alimentation. Et d'ailleurs, je pense que c'est lui qui correspond à mon extrême. Pour autant, ce que vous pouvez voir, c'est quand on utilise la nutrition trophique, vous voyez qu'un tiers des enfants est alimenté complètement dans le premier mois. Vous allez me dire, c'est pareil dans le groupe. Il y en a un tiers, un peu plus. Mais après, les 2 tiers restants sont alimentés à la fin du 2e mois. Tandis que dans le groupe anarchique, là, vous en avez un tiers qui est alimenté dans le 2e mois, mais il en reste un tiers, et ça peut aller jusqu'à 1 an d'hospitalisation, que nous étions au maximum à 90 jours. Alors vous allez me dire, vous avez peut-être eu de la chance. En fait, après, je suis partie à l'hôpital Trousseau et j'ai reproduit ces résultats. Je ne vous les montre pas parce que c'est juste pour vous convaincre de la nutrition trophique. Et en fait, quand on fait, alors vous allez me dire, ouais, mais ils étaient plus gros, un peu plus vieux, etc. Donc on a fait une analyse multivariée et on a bien montré que seul le protocole de nutrition était associé significativement à la durée de la nutrition parentérale.
Donc, il y a quand même, sur les 1/3 là, que je vous ai dit, il y a quand même des enfants, j'allais dire, quelle que soit la façon dont vous allez les alimenter, ils iront bien, hein, puisque là, ils n'ont pas bénéficié de soins particuliers. Mais c'est toute cette partie-là qui est quand même importante. Et surtout, on n'a pas eu dans le groupe où on a eu la nutrition trophique, on n'a pas eu d'essai, aucune entérocolite, aucune complication chirurgicale. Tandis que dans le groupe contrôle, il y a eu des décès, il y a eu un grêle court, et il y a eu des complications chirurgicales. Parce qu'en fait, si vous voulez, les enfants étaient alimentés 8 x 5, 8 x 10, 8 x 15, 8 x 20, enfin, ou même plus vite. Puis ça se bloquait, puis du coup on arrêtait tout et on recommençait. Donc il y avait des espèces d'allers et retours sur les volumes d'alimentation qui étaient probablement délétères sur le tube digestif. Voilà. Donc la nutrition trophique débutée précocement et maintenue malgré la persistance de l'iléus permet de rééduquer la motricité et les fonctions intestinales. Donc même s'il y a des résidus verts, même si l'enfant n'avait pas eu de transit à J1 ou J2, il faut continuer la nutrition trophique. C'est du lait médicament, comme je le dis. Ça va, vous avez des questions? Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Parce que là, je rappelle, je l'ai dit, la nutrition trophique, elle n'est pas comptée dans les apports. Moi, je ne les compte pas, parce que je sais qu'on peut jeter les résidus s'ils sont verts. Voilà. D'accord? Donc, c'est évidemment associé à une perfusion. Alors, on va changer de sujet. Ça va? Continue? Ok. Alors là, on va passer à un nouveau-né qui grossit mal. Donc là, c'est une petite fille qui est née à 35 semaines. Elle a un poids d'1,5 kg. Et donc, elle est inférieure au 3e percentile. Vous avez la courbe avec un périmètre crânien qui est au 10e percentile. Et en fait, vous faites la visite alors qu'elle est âgée de 38 semaines. Donc, elle a 3 semaines de vie. Elle pèse 2,3 kg, donc elle continue à grossir sur sa courbe, mais sans plus. Hein. Elle reste, voilà. Et elle a un périmètre crânien à 31 cm. Et en fait, les médecins qui gèrent cet enfant vous disent qu'elle est alimentée depuis une semaine avec du lait premier âge. Que pensez-vous de sa croissance et de son régime alimentaire? Ça fait une semaine qu'elle est née? 3 semaines. Mais en fait, bon, moi je suis un peu sévère parce que je suis exigeante. Je dirais qu'elle a une croissance insuffisante, ou alors on pourrait dire juste suffisante, on va dire. Et surtout, elle n'a pas de rattrapage de son poids, c'est une chose, mais de son périmètre crânien. Son périmètre crânien, il est quand même, on a l'impression même que ça baisse un tout petit peu. Et surtout, à 2,3 kg, vous leur donnez quoi à manger, vous? Bah oui. En fait, il faut laisser... Donc moi, je trouve ça des fois, hein, qu'on me mette des tout petits comme ça, au lait premier âge. Elle doit recevoir du lait pour prématuré, effectivement. Et donc, je vous rappelle qu'il existe 2 sortes de lait pour prématuré. Vous le savez, ceux qui sont à haute densité protéique et énergétique. Donc là, je vous ai mis la composition moyenne. Ceux qui sont à densité protéique et énergétique plus faible, donc souvent on les appelle pré 1 et pré 2. Je ne sais pas si vous avez les deux. Vous avez que le 2, vous? Oui, ce qui est le 2. Si, vous avez le 2, forcément, parce que vous l'achetez, il est en pharmacie. Oui. Parce que le 1, il est que à l'hôpital, en fait. Il n'est pas en ville. Et c'était donc... Alors, on va oublier le 1, mais vous voyez, le 1, il est vachement bien, parce qu'il est très riche. Et il est très riche surtout en calcium et en phosphore. Et c'est clair que le lait premier âge, il a beaucoup moins d'apport en calcium, en phosphore, même que le lait pré 2. Et même en termes de protéines. Le lait pré 2, en plus, a des triglycérides à chaîne moyenne, ce qui est très bien pour le cerveau. Donc, il n'y a pas de discussion quand on est... Et normalement, en fait, le lait pré 1, c'est pour les enfants qui sont à plus de 32 semaines, plus d'1,5 kg et jusqu'à 1,8 kg. Sachant qu'avant, on est censé donner du lait de femme, si on en a, d'accord? Et que les laits pré 2, c'est normalement entre 1,8 kg et 3 kg après, et qu'on peut utiliser après la sortie de l'hôpital. D'accord? Donc, en fait, l'intérêt du lait pour prématuré, c'est que comparativement au lait premier âge, ils ont des apports augmentés en énergie, en protéines, en lipides, avec un rapport ARA-DHA qui est égal à 1 et en triglycérides à chaîne moyenne, en calcium et en phosphore,
en sodium et potassium et en fer. Alors, on a écrit avec ma collègue diététicienne un article, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez Réalité pédiatrique. Alors, il va sortir dans le prochain, peut-être, j'ai pas pris le temps de regarder. On a fait un article sur les laits pour prématurés qui va donc sortir là. Normalement, on avait dit que c'était au mois de mars, donc il devrait être sorti ou il va sortir sur justement combien de temps faut-il laisser les laits pour prématurés. C'est pas, oui, mais alors il va paraître après parce qu'on l'a fini cet été. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis du temps à le publier, mais il va paraître. C'est vraiment focus sur les laits pour prématurés en fait. Et c'est encore autre chose que celui de Patrick en fait. Et voilà, donc je vais vous montrer un cas là. C'était à la visite dans mon service mercredi dernier, il y a 3 jours. Donc c'est une petite fille qui est née à 33 semaines et 2 jours avec un poids d'1,370 kg. Elle est donc entre le 3e et le 10e percentile, un périmètre crânien par contre au 5e percentile. En fait, c'est une grossesse gémellaire avec une jumelle qui était un peu plus grosse. Une bonne adaptation, elle n'a pas de pathologie néonatale, elle est en alimentation complète à J7 avec du lait de femme enrichi. Et à J21, donc elle a 36 semaines, elle pèse 1,665 kg. On la passe au lait pré-1, puisque je vous ai dit, le lait pré-1, c'est, pour les jusqu'à 1,8 kg normalement. Donc, on la passe au lait pré-1, puisque nous avons la chance d'avoir le lait pré-1. Et donc, à J31, c'est-à-dire, elle est à 37 plus 5, je fais la visite, elle va bien. Elle est alimentée avec 8 fois 45 de lait pré-1, ce qui lui fait 143 calories kilo. Elle a pris 300 grammes depuis le début du lait pré-1, donc à peu près 30 grammes par jour. Et les médecins me disent, on va la passer au lait pré-2, parce que maintenant, elle est vieille, entre guillemets. Et vous découvrez la courbe pondérale suivante. Alors, vous voyez, ce n'est pas très joli parce que j'ai pris une photo de la courbe telle qu'elle est dans le service. Donc, vous voyez que cette petite fille qui était née là au 3e percentile, c'est pas brillant. Hein. C'est bien une courbe qui est logique. Ouais, mais enfin, on aimerait bien que ce soit un peu meilleur. Surtout que c'est pas meilleur pour le périmètre crânien, vous voyez. Pour le poids, c'est bon. Non, ça va pas du tout. On est en dessous du 3e percentile. On lui a fait perdre au moins un couloir. Donc, qu'en pensez-vous et que faut-il faire pour l'alimentation de cet enfant? On a perdu, mais on ne va pas grossir. Ça veut dire qu'il faut aller doucement pour rentrer dans le couloir. Je suis d'accord, mais là, je suis la première à dire, et je vais vous montrer après, il faut aller doucement pour faire rattraper les enfants, mais pour autant, là, elle ne rattrape pas du tout. Hein. Elle est plutôt en train de dégringoler. Donc, en fait, ça fait partie des indications où on prolonge le lait pré-1 au-delà de 1,8 kg. Je vous ai dit, alors vous ne l'avez pas, mais c'est pour vous dire que les laits pour prématurés, il y a des règles. On vous dit, c'est à partir d'1,5 kg jusqu'à 1,8 kg, l'autre c'est à partir d'1,8 kg jusqu'à 3 kg. En fait, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ça dépend de la cinétique de croissance. C'est qu'il faut savoir ajuster le régime en fonction de façon individuelle. Cet enfant-là ne rattrape pas suffisamment. Elle commence à amorcer une dynamique sous les pré-1. Et ben même si elle fait, là, elle faisait 1,970 kg. Donc théoriquement, elle devrait être au lait pré-2. Eh bien, on poursuit le lait pré-1. Si vous avez un enfant qui fait 3 kg, mais qui fait 3 kg à l'équivalent d'1 mois et demi de vie en âge corrigé, ben vous pouvez lui laisser le lait pré-2 de façon un petit peu plus prolongée pour qu'il continue à rattraper de façon raisonnable, on est d'accord, toujours raisonnable. Pourquoi? Parce que je voudrais quand même vous rappeler que la croissance pondérale quantitative pendant la période néonatale est associée au devenir neurologique. Donc là, évidemment, on part sur des enfants beaucoup plus petits, puisque c'est des enfants de moins de 1000 grammes, mais le concept reste le même pour des enfants plus grands. Donc dans cette étude, les enfants qui étaient nombreux, il y en avait 600, ils ont été classés en 4 quartiles de prise de poids pendant l'hospitalisation. Donc vous avez ceux qui ont pris, le premier quartile, 12 grammes par jour en moyenne, ce qui est peu, et ceux qui ont grossi à 21 grammes par kilo et par jour, et ce qui est bien, d'accord? Donc, et vous avez, donc voilà. Et en fait, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez la paralysie cérébrale, eh bien, elle est plus fréquente chez les enfants en pourcentage qui ont mal grossi que ceux qui ont bien grossi. Vous avez aussi
Là, c'est le développement mental. Les scores de développement inférieurs à 70% est plus élevé en pourcentage que pour ceux qui ont bien grossi. On retrouve la même chose pour les scores de développement psychomoteur et on retrouve au global un risque d'anomalie du neurodéveloppement plus élevé, 55% versus 29% chez ceux qui ont moins bien grossi. Donc là, on est sur du quantitatif, en masse. Maintenant, je voudrais insister sur le qualitatif, et ça, c'est ce que je dis dans mon service. Il ne suffit pas de les faire grossir, mais il suffit de les faire bien grossir et pas de leur faire que du gras. D'accord ? Donc, et ça, c'est une étude qui a été faite par l'équipe de Jean-Christophe Rosé sur 2 cohortes, la cohorte, je crois, lift et la cohorte épipage, me semble-t-il. En tout cas, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils ont regardé, à l'âge de 2 ans, l'ISQ. L'ISQ, c'est un score de développement. Donc, ceux qui avaient un ISQ inférieur à 186 sont ici, et ceux qui ont un ISQ supérieur à 220 sont ici. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ceux qui avaient un meilleur développement à 2 ans avaient un Z-score de masse grasse à la sortie du service plus faible, c'est-à-dire qu'ils étaient moins gras. En gros, non, alors je l'ai pas souligné. En gros, ceux qui avaient eu un meilleur développement à 2 ans, c'est aussi ceux qui avaient la fat free mass, c'est qui avaient une masse maigre plus élevée. Donc, il ne suffit pas de les faire grossir, mais il faut favoriser la croissance de la masse maigre. D'accord ? C'est pour cette raison, donc, il existe une relation inverse entre la masse grasse du nouveau-né prématuré à la sortie du service et le développement neurologique. Il faut donc favoriser la masse maigre et donc, en regard, la croissance cérébrale. Donc, la règle pour cela, il ne faut pas enrichir le lait exclusivement avec du sucre ou des lipides, mais favoriser un enrichissement avec des protéines et autres macronutriments. Donc, si vous avez du lait de femme que vous voulez enrichir, plutôt que de mettre des TCM, du Liprocil ou du Liquigène et de la dextrine maltose, rajoutez une cuillère mesure de lait pour prématuré. Rajoutez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Alors, je ne sais pas ici si vous avez les formules isocaloriques comme l'infatrémie. Non. Mais l'autre chose, c'est de faire du lait premier âge concentré. Du lait premier âge concentré, je vous l'avais déjà dit, de faire une cuillère mesure pour 25 ml d'eau chez un enfant, notamment chez les dysplasiques, etc., qui ont besoin d'avoir plus de calories, moins de volume. Nous, c'est ce qu'on fait. On utilise soit des formules isocaloriques, soit du lait premier âge concentré. D'accord ? Voilà. Et donc, moi, je peux vous dire que dans le service, s'ils enrichissent un enfant avec que du gras, que du sucre, ils ont intérêt à l'argumenter. Alors, par exemple, là où je vais rajouter du Liquigène, c'est les enfants qui ont des cholestases et qui sont au lait de mère, parce que quand on a une cholestase, on absorbe très mal les acides gras à longue chaîne, et en fait, le lait de mère contient essentiellement des acides gras à longue chaîne. Donc, on rajoute un peu de TCM pour améliorer la croissance. Mais si vous voulez, ça reste assez exceptionnel au global. L'enrichissement dans le service se fait avec des protéines et le reste, mais rarement, exceptionnellement même, avec juste du sucre ou du gras. D'accord ? Alors, donc, ben voilà, ça c'est un extrait de l'article qui va apparaître, puisque c'est un des tableaux qu'on a fait. Voilà, c'était pour vous montrer que les fabricants de lait pour prématurés, pour les pré 2, là on est au pré 2, vous voyez, ils mettent la plupart du temps à partir de quel poids on peut le donner, mais ils ne mettent pas jusqu'à quand le donner. C'est un peu pour vous dire, en fait, il faut s'ajuster au cas de chacun. Donc, tout dépend. Pour poursuivre le temps, combien de temps faut-il poursuivre le lait pour prématuré, dont la cinétique de chacun. Et donc là, on va reparler effectivement du rattrapage. Donc là, il y a plusieurs profils de rattrapage. Donc ça, c'est des enfants qui mangent, mais qui ne grossissent pas beaucoup. C'est en fait un peu, j'allais dire, leur profil génétique. Souvent, vous retrouvez des parents qui vous disent « moi aussi, quand j'étais petit, je ne grossissais pas beaucoup ». Et l'important, c'est que le neurodéveloppement soit correct. Voilà. Et exactement. Et donc là, c'est effectivement la tête, et c'est important que ça marche. Non, c'est la taille, pardon. Mais effectivement, la croissance du périmètre est importante, mais c'est aussi le neurodéveloppement. S'ils font leurs acquisitions dans les temps, etc., bon, on ne va pas les gaver parce qu'ils mangent. On ne va pas les gaver, voilà. Après, il y a ceux qui mangent trop peu, et c'est ceux-là pour lesquels il faut donner des aliments un peu concentrés. Donc, c'est là où vous allez utiliser éventuellement
du lait prématuré un peu plus tard ou du lait premier âge concentré et enrichir l'alimentation à la diversification avec de la matière grasse, etc. Et puis alors cela, on n'aime pas beaucoup, hein, mais pas du tout. Ça va pas du tout. C'est beaucoup trop rapide et je vais vous montrer pourquoi ça va pas du tout. Le gain de poids précoce, en fait, expose au risque d'obésité dès l'enfance. Donc, vous avez ici une étude qui a montré la relation entre le Z-score, entre l'âge de 2 et 7 ans, et la prise de poids, la cinétique de prise de poids au cours des 4 premiers mois. Donc, vous avez ceux qui ont pris pas suffisamment de poids, ceux qui étaient normaux, une prise de poids correcte, rapide ou très rapide. Et en fait, quand vous regardez les enfants, donc là, ils ont catégorisé aussi la terme de naissance. Là, c'est les late prétermes et là, c'est les early termes. Et là, vous avez ceux qui sont en situation d'obésité ou de surpoids entre l'âge de 2 à 7 ans. Et vous voyez qu'on retrouve ceux qui ont grossi extrêmement rapidement. Et pour les early termes, c'est encore pire. C'est-à-dire ceux qui ont pris beaucoup de poids rapidement ou extrêmement rapidement sur les 4 premiers mois de vie ont une proportion d'obésité beaucoup plus élevée. Parce que vous voyez, on est jusqu'à plus de 50% ici et là, presque à 50%. En revanche, ceux qui sont en sous-poids à l'âge entre 2 et 7 ans, ben c'est ceux qui ont majoritairement pris peu de poids dans les 4 premiers mois. Donc c'est pour montrer que la croissance des 4 premiers mois influence beaucoup le risque ou de sous-poids ou de surpoids d'obésité dans l'enfance. Donc là, ça reprend ce que je vous ai dit en tableau. Donc là, vous avez les early terms et les late prétermes. Donc vous voyez les early terms dont tout le monde se fiche. Déjà les prétermes, parce qu'en France, on est très axé sur les extrêmes prématurés, alors qu'en fait, c'est une minorité comparée aux late prétermes. Et on commence à se rendre compte que les early terms, c'est-à-dire, vous voyez, 37-38, ils ne sont pas dénués non plus de complications éventuelles et qu'il faut peut-être les regarder d'un peu plus près. Et donc, vous voyez que ceux qui sont early term et qui ont rattrapé très vite le poids, ils ont un risque multiplié par 3,2 d'être en surpoids ou d'obésité entre l'âge de 2 et 7 ans. Et pour les late prétermes, 34-36, c'est 3,6 pour ceux qui ont grossi très rapidement. Donc, la prise de poids très rapide entre 4 et 24 mois augmente le risque de surpoids et d'obésité à l'âge de 7 ans, chez les prématurés tardifs et les termes précoces. Donc ça, c'est important. Et donc, il faut faire attention à la prise de poids dans les 4 premiers mois. Et là, je vais vous montrer aussi le problème qui se pose pour nous, c'est ceux qui ont des retards de croissance intra-utérin. Comment faut-il les faire rattraper ? On est d'accord. Et donc, j'aime beaucoup ce papier parce que je trouve qu'il est vraiment très intelligent. Déjà, vous voyez, ils ont pris des retards de croissance, beaucoup, qui sont nés à terme. Donc, c'est quand même une population qu'on a souvent, hein, des retards de croissance après 37 semaines. Et ils les ont classés en ce qu'on appelle 5 classes latentes de poids. C'est-à-dire qu'ils ont regardé ces enfants entre la naissance et 7 ans et vous voyez, ils ont fait ceux qui n'ont pas grossi, pas de rattrapage. Ceux qui ont commencé à rattraper jusqu'à 4 mois, puis qui se sont écroulés. Ceux qui ont commencé à rattraper qu'à partir de l'âge de 1 an. Ceux qui ont été bien, le D, c'est la classe de référence, une croissance, un rattrapage normal. Et là, c'est ceux qui ont été trop rapides. D'accord ? Donc, 0 rattrapage, rattrapage jusqu'à 4 mois et je m'écroule, rattrapage après 1 an seulement, bien et trop. Et en fait, ils ont regardé les complications de ces enfants et leur neurodéveloppement en fonction de leur profil de prise de poids. Et donc, ce qui apparaît, c'est que donc, le D, c'est la référence, c'est là. D'accord ? C'est là. Donc là, ceux qui n'ont pas rattrapé, eh bien, ils ont une restriction de croissance à l'âge de 7 ans et un QI, un risque de QI faible à 7 ans qui est augmenté. Ceux qui ont régressé après 4 mois, ils n'ont pas de problème de neurodéveloppement, mais ils ont bien sûr une restriction de croissance à l'âge de 7 ans. Et ceux qui ont commencé à rattraper qu'à partir de l'âge de 1 an, et en fait, ils n'ont pas de problème de restriction de croissance, mais ils ont un risque de retard de développement. Et donc, vous voyez, c'est vraiment les 4 premiers mois qui sont importants. Si vous ne rattrapez pas et que vous vous mettez à rattraper après, c'est trop tard pour le cerveau. Et si vous
rattrapez trop tôt et trop vite, eh bien, vous allez... pardon, si vous rattrapez trop, par contre, dernière catégorie, là, vous avez l'obésité. Vous ne gagnez rien sur le QI, au passage, c'est pas mieux. Et puis, par contre, vous avez un risque aussi d'hypertension. Donc, la dynamique de croissance, elle est très importante au cours des premiers mois. Donc, ce que disent les auteurs, c'est que la trajectoire de croissance optimale est un rattrapage au 30e percentile à 4 mois. Donc, modéré, mais ce qui est bien aussi pour le neurodéveloppement. Et ensuite, un rattrapage modéré au 50e percentile, voire arriver au 50e percentile à l'âge de 7 ans. Il y a cette autre étude que j'aime bien, où les auteurs ont regardé... Il faut comprendre ce graphique. Vous avez ici le rapport, c'est le rapport poids sur taille, le Z-score de poids sur taille à la naissance. Donc, c'est-à-dire là, vous avez les gros, et là, vous avez les retards de croissance à la naissance. Et puis là, vous avez le quartile de poids sur taille à l'âge de 6 mois. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez voir, c'est les petits à la naissance qui ont rattrapé trop vite à l'âge de 6 mois, eh bien, ils ont une probabilité d'obésité, c'est un pourcentage d'obésité qui est de 30%, tandis que ceux qui n'ont pas rattrapé, ils ne sont pas à risque d'obésité. Ils ne sont peut-être pas très bien sur leur neurodéveloppement. Et les gros, c'est pareil. Les gros qui continuent à grossir trop vite dans les 6 premiers mois, mais ils arrivent à 40% de risque d'obésité. Donc, on retrouve ça quand même dans plusieurs études, c'est-à-dire que le rattrapage trop rapide de la croissance précoce expose au risque d'obésité dans l'enfance. Et là, vous avez encore cette étude où les auteurs montraient quels sont chez l'enfant qui a un retard de croissance intra-utérin les facteurs de risque d'obésité. Eh bien, c'est le rattrapage rapide. C'est aussi le poids à 8 mois. Et puis après, il y a le problème du rebond d'obésité trop rapide, etc. Donc, on reste toujours sur cette croissance trop rapide dans les premiers mois qui risque de déterminer, en fait, l'obésité. Et je vous passe, parce qu'on pourrait, pareil, y passer des heures. C'est des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, toute la programmation de l'hypertension, de la résistance à l'insuline, etc., etc. Donc, c'est pas anodin. Et il faut être vigilant là-dessus et pas alimenter par excès ces enfants au cours des premiers mois. Est-ce que je continue ou est-ce que c'est fini ? Jusqu'à... Reste 15 minutes. Ok, parce qu'après, je vais vous... Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est les late termes, on va dire, enfin, ceux qui sont plus à 37 semaines, qui naissent avec, pour moi, ils sont, entre guillemets, eutrophes. Ils ont un poids de naissance à 2,8, 2,9. Ils ont une taille qui est normale, un PC qui est normal. Ils sont systématiquement mis sous les prés. Je cautionnerai pas, surtout que quand on les voit au bout d'une semaine, la prise de poids est correcte. Je comprends pas pourquoi le lait pré est souvent maintenu. Moi, personnellement, je l'arrête. Il y a aussi, dans ce contexte-là, les enfants qui sont sous lait de mère et pour lesquels on n'accepte pas la perte de poids, enfin qui sont au sein et auxquels on met un allaitement mixte systématique sans accepter la perte de poids de 10% initiale qui parfois nous paraît normale, mais quand on les pèse, nous, au 10e jour, ils ont même pris du poids dans ces 10 premiers jours. Et donc, en fait, tout ça, pour moi, ça rejoint un peu la question de pourquoi le lait pré, jusqu'à quand le maintenir et pourquoi complémenter un allaitement qui marche juste sur des valeurs de poids alors qu'on a des PC et des tailles qui sont normales. D'accord, mais voilà. En fait, c'est-à-dire que c'est une vision à 180 degrés, c'est une vision globale. Déjà, 2,9 kg eutrophe, nous, on ne met pas forcément le lait pré non plus, parce qu'on est à 100 grammes de l'indication du lait pré. On peut commencer, souvent on les a au lait premier âge, ceux-là. En fait, s'ils sont au 50e percentile de leur courbe, parce qu'à 37 semaines, 2,9 kg, ils doivent être pas mal, on ne va pas les mettre sous les prés. Il faut regarder, nous, on regarde les courbes, le percentile de poids et bien sûr le périmètre crânien. Donc cela, je suis d'accord, c'est pas nécessaire absolument de les... En fait, moi, j'ai dit, là, on poursuit le lait pré au-delà, mais la petite fille que je vous ai montrée, vous avez vu, elle était en dessous du 3e percentile et bien en dessous. Donc là, évidemment, on va booster un petit peu. Mais par contre, on ne va pas la laisser sous un lait pré sans la suivre. Moi, c'est les enfants que je suis, c'est-à-dire au bout d'un mois, je la revois et je surveille, parce que si elle commence à piquer sur sa croissance, j'arrête et je la repasse à un lait. C'est-à-dire que c'est une surveillance, il ne faut pas la lâcher comme ça
en la laissant grossir de façon excessive. Et l'autre chose, c'est qu'il faut accepter effectivement une prise de poids moins bonne avec l'allaitement maternel au départ, voire même, moi, des fois, j'accepte une prise de poids moins bonne dans le service avec l'allaitement maternel si le périmètre crânien grossit. Parce que c'est ça qui est important. Et qu'il faut essayer de ne pas compléter, parce que c'est le meilleur moyen de faire capoter l'allaitement maternel. Et or, il est recommandé au minimum jusqu'à 6 mois. Donc, il faut limiter les compléments systématiques d'allaitement maternel, effectivement. J'ai une question concernant la stratégie de l'alimentation en cas de prévention de l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Ça veut dire que vous avez soit le continu, soit le discontinu. Dans le discontinu, est-ce qu'on ne peut pas faire continu pendant 30 minutes ou bien le 1/3 de temps par rapport à la ration qu'il doit prendre? Par exemple, je m'explique. Un nouveau-né qu'on va donner, par exemple, 30 millilitres par ration. Donc, au lieu de donner ça pendant les 3 heures, on va raccourcir à 1h30 et fractionner 10, puis repos pendant donc, 30 minutes, puis 10. Donc, ça dépend de chaque stratégie, parce que nous, parfois, on est soit obligé d'expliquer aux infirmières, parce que ce n'est pas en France, ça, je contextualise, cas par cas. Donc, quelle est la meilleure stratégie pour vous? En fait, il n'y a rien de démontré. Okay. Et du coup, je pense qu'il faut éviter de faire du continu, parce qu'en fait, l'enfant ne vide jamais, sauf sur la partie, comme je disais tout à l'heure, nutrition trophique, si on n'a pas les moyens de faire en bolus toutes les heures, là, on le fait en continu éventuellement. Mais sinon, on essaye de faire, nous, on fait plutôt du discontinu sur 2 heures ou 1h30, puis quand ils sont plus vieux, sur 1 heure, selon leur tolérance. Hein. Mais il n'y a pas de démonstration. Mais je pense que physiologiquement, c'est mieux qu'ils aient une phase de discontinu, quand même. Enfin, où il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils sont... Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? Et ça reste toujours, si au cas par cas, le prématuré toujours, donc on est fréquenté avec sous photothérapie, il faut tenir compte aussi. Et quand il est alimenté donc, par gavage, le résidu, c'est important. Donc, vous avez cité le cas de... Il faut le quantifier et aussi... je ne sais pas, quand c'est vert, et l'examen clinique, c'est permis de continuer. Mais marron ou ça... En fait, donc déjà, les dernières recommandations de l'EBSGAN en 2022 pour la nutrition entérale disaient que ce n'était pas nécessaire de surveiller systématiquement les résidus gastriques d'un nouveau-né, mais de le faire en fonction de l'état de l'abdomen, de l'état clinique. C'est-à-dire, s'il a un abdomen... météorisé, s'il a un abdomen sensible ou s'il a des... Voilà, il faut adapter la surveillance des résidus à l'état clinique de l'enfant. C'est ce qui est dit dans les dernières recommandations. Et bien évidemment, si on a des résidus qui sont de mauvaise couleur, on a tendance à continuer à les surveiller. Les résidus marrons, on n'aime pas trop quand même. Ça quand même, c'est plutôt embêtant. Soit il a saigné, soit... Voilà. Et pour la fortification, donc en protéines, c'est toujours le lait maternel. Et à partir de quelle quantité, poids, et donc il faut arrêter ou... La fortification? Oui. Ben, ça dépend de la cinétique de croissance. Et moi, ce que je regarde aussi, c'est l'urée. C'est-à-dire, si l'enfant grossit pas bien, je vais laisser l'enrichissement, mais je vais vérifier que l'urée reste basse. Et si l'urée reste basse, je continue. Si l'urée est élevée, ben je baisse l'enrichissement. Mais c'est vraiment du cas par cas. En fait, là, j'allais dire un peu, c'est le point d'orgue de la visite que je fais toutes les semaines dans le service, parce que il faut vraiment s'ajuster en fonction de la dynamique de croissance et du poids et du périmètre crânien, effectivement. Justement, moi, j'ai exercé dans un service où j'avais vu un protocole sur ce point-là, tenir compte de l'urée et du poids. Parce que le nouveau-né, parfois, il a besoin plus de protéines et parfois, il a besoin de calories. C'est ça. Et donc, en fonction de ces deux paramètres, on peut... Donc, vous avez un enfant qui grossit pas bien, qu'il a une urée basse, ça veut dire c'est-à-dire inférieur à 3, il n'a pas assez de protéines, donc il faut rajouter des protéines. Il n'a pas assez de protéines au regard des calories qu'il reçoit. Et si à l'inverse, l'urée est élevée,
ça veut dire que soit il n'a pas assez de calories au regard des protéines qu'il a, soit il a trop de protéines dans l'absolu. Donc effectivement, moi je raisonne avec l'urée aussi, en effet. Une autre remarque, c'est que quand on est dans des apports quantifiés sur gavage, on calcule par poids. Initialement, on calcule le poids moins 10%. Et si jamais le poids il régresse, jamais on recule en arrière, toujours avec rester sur le seuil initial, point. Nous, on calcule toujours sur les apports sur le poids de naissance, tant qu'il n'a pas rattrapé son poids de naissance, et après on prend le poids du jour. Mais on calcule les 10 premiers jours, si on met 10 jours à rattraper on calcule sur le poids de naissance, et après on augmente en fonction de son poids quotidien. J'ai une question par rapport aux vitamines liposolubles et les oligo-éléments. On les prescrit par voie orale jusqu'à quel... Est-ce qu'on prend en compte le poids ou le terme chez les prémas? Alors, les vitamines liposolubles, les oligo-éléments, nous, on les met dans la parentérale. Et après, on passe à la vitamine A, D, E, C. Donc, ils sont hospitalisés, on leur donne de la vitamine A, D, E, C. Voilà, mais quand ils sont alimentés, on ne rajoute pas d'oligo-éléments, en fait. On rajoute juste la vitamine D et la vitamine K une fois par semaine. Jusqu'à terme, ouais, c'est ça. Et après, on passe aux IMAD. Et pour les grands prématurés, pour le fer. Alors, c'est la suite, si vous voulez. Ouais. J'ai un petit truc pour continuer, parce qu'en fait, on a parlé... J'ai 5 minutes encore. Après, vous m'arrêtez, hein, quand vous en avez marre. Voilà. Donc, en fait, je vous ai parlé de l'effet, bien sûr, de la masse maigre, des protéines et tout sur le neurodéveloppement, mais il y a aussi d'autres éléments. Donc, les apports dans les 1000 premiers jours, vous connaissez les 1000 premiers jours, sont importants. Je rappelle que le nouveau-né, il a un cerveau qui fait le quart du poids du cerveau adulte, que dans la première année de vie, le volume cérébral va être multiplié par 2. Il va être multiplié par 3 entre 3 et 4 ans. Et en fait, à 6 ans, il a 90% du volume du cerveau adulte. Donc, il y a énormément de la part du développement cérébral qui se fait pendant cette période, avec la nécessité d'avoir des substrats nutritionnels adéquats. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se font in utero, comme vous pouvez le voir ici jusqu'avant la naissance, mais ça va se continuer. Et vous savez que maintenant, on considère même que ça va probablement jusqu'à l'âge jeune adulte, le cerveau continue probablement à se développer. Alors ça, je vais passer, mais juste, il faut savoir que chaque structure cérébrale a une temporalité de développement, il va y avoir qui vont se succéder. Et donc, si vous avez besoin à un moment donné d'un nutriment pour la mise en place d'un circuit neuronal et qu'il n'est pas là, ben c'est raté. On passera à l'étape suivante où on ne revient pas en arrière, et à l'étape suivante, eh bien, même si là on a ce qu'il faut, on aura quand même un déficit parce que la connexion entre cette partie primaire qui n'a pas pu se mettre en place et la partie au-dessus ne marchera pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir tous les éléments, et en particulier le fer. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on peut mettre toutes les protéines du monde. Si on a une carence en fer, ça ne va pas le faire, justement. Donc c'est très fréquent dans le monde. Alors je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais voilà, donc là c'est quand même 2 milliards, a priori on considère, de carences en fer dans le monde, et on sait que le fer rentre dans beaucoup d'étapes métaboliques, donc pour certaines enzymes, pour les hémoprotéines, et qui vont réguler donc les processus cellulaires. Et on sait qu'une carence pendant la grossesse va entraîner des troubles de la neurogénèse et de la myélinisation, et qu'un régime pauvre en fer après l'âge de 6 mois risque d'entraîner donc des troubles neurocognitifs, troubles de la mémoire, troubles des apprentissages. Donc vous voyez, par exemple, pendant la grossesse, ça joue beaucoup sur les connexions striatum-hippocampe, et donc si vous avez un déficit en fer au moment où les connexions striatum-hippocampe se mettent en place, et bien après vous allez avoir un fonctionnement anormal du lobe frontal, parce que tout ça va se connecter ensuite. C'est ce que je vous expliquais. Donc en fait, une carence en fer pendant les 1000 jours entraîne des troubles du neurodéveloppement qui sont irréversibles. Donc ce qui est recommandé, c'est déjà le stock de fer va dépendre du poids de naissance, hein, c'est linéaire. Donc quand vous avez un retard de croissance, il va falloir le supplémenter. Ce qui est recommandé, c'est qu'en période néonatale, il faut un apport total de 2 à 3 mg kg. Alors, on inclut dedans les apports du lait. Donc, il faut regarder, chaque lait a des apports différents.
Donc, on calcule au total 2 à 3 mg/kg avec les apports du lait. Alors, le lait de mère, il n'y a pas de fer, hein, donc on est plutôt à 2 à 3 mg/kg. Et les laits pour prématurés, quand on est sur du lait artificiel, on est entre 1 et 2 mg/kg en plus, parce qu'il y en a dans le lait artificiel. Et après, vous savez qu'il faut continuer, après 6 mois, si le nourrisson est toujours exclusivement allaité. Et ensuite, les besoins en fer au-delà de 1 an sont assurés par le lait de croissance, 250 ml de lait de croissance et une portion carnée par jour. Et s'il n'y a pas de lait de croissance, ce qui est préconisé, c'est plutôt 2 portions carnées par jour, avec, on rappelle, mais vous le savez, que le fer d'origine végétale est très mal absorbé. C'est du fer ferrique Fe3+, qui est moins bien absorbé que le fer ferreux Fe2+, qu'on trouve dans la viande. Autre point pour terminer sur le développement cérébral, c'est les lipides. Le cerveau, il est constitué à 60% de lipides, dont majoritairement les oméga-3, c'est-à-dire tout ce qui va dans l'axe du DHA. Attendez, je vais reprendre ma petite flèche. Donc en fait, on a des acides gras qui sont fournis uniquement par l'alimentation, qui sont l'acide linoléique, qui sont les oméga-6 et qui va donner l'acide arachidonique, et les oméga-3, l'acide alpha-linolénique, qui va donner le DHA. Et donc ça, on le trouve que dans l'alimentation. Donc c'est important parce que, par exemple, le DHA intervient dans la neurogénèse, la migration neuronale, la composition des membranes cellulaires et la synaptogénèse. Et on sait que ça participe au fonctionnement du cortex préfrontal avec tout ce qui va être mémoire, attention, inhibition, impulsivité, hein, donc c'est troubles du comportement quand même, et les photorécepteurs de la rétine. Et donc une consommation insuffisante par la mère au cours de la grossesse peut engendrer des déficits cognitifs chez l'enfant. Et depuis 2000, je pense que vous avez les mêmes laits ici, vous savez que le lait des enfants, le lait premier âge, même le lait pour prématurés, sont enrichis systématiquement avec du DHA, et certains enrichissent aussi avec l'acide arachidonique. Je ne sais pas si c'est le cas pour ceux que vous avez ici. Oui. Voilà. Donc, en fait, il faut avoir une proportion. Donc, chez les enfants de moins de 3 ans, il faut mettre du gras dans l'alimentation. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Au moment de la diversification, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais Patrick le dit très bien, Patrick Tougnan, c'est que les gens ont tendance à faire de l'adultomorphie, c'est-à-dire considérer que le métabolisme d'un enfant de moins de 3 ans est le même que celui d'un adulte, ce qui est faux. Le développement cérébral, comme je vous l'ai montré, qui est vraiment exponentiel sur cette période de la vie, nécessite des lipides. Vous avez vu, c'est 60% de lipides dans le cerveau. Et donc, il faut enrichir l'alimentation des enfants avec de l'huile, ce qui veut dire qu'au moment de la diversification, on rajoute systématiquement de la matière grasse sous forme de beurre, crème, margarine ou huile dans tous les plats salés. Et donc, ce qui est mieux, c'est les huiles de soja, colza, noix qui sont les plus équilibrées par rapport à l'oméga-3, l'oméga-6, mais l'huile d'olive, c'est très bien aussi. Et sinon, il y a les poissons gras. On dit 1 à 2 portions par semaine assurent les besoins en DHA. Donc, vous voyez, c'est complexe. C'est-à-dire qu'en période néonatale, bien sûr, il faut donner des lipides, mais beaucoup de protéines, il ne faut pas oublier le fer. Et puis après, il faut bien sûr donner toujours des protéines du fer, mais aussi penser aux lipides. Voilà, j'ai fini. C'est tout ce que. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a peut-être encore. Oui. Mais c'est très bien aussi, oui. Moi, je leur. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est toujours mieux que rien. Parce que vous savez pas, parce qu'en fait, si tu veux, bon, allez, on va dire c'est très bobo hein, en France, l'huile de colza, l'huile de lin, ça coûte cher. Et je pense qu'il y a plein de parents qui n'ont pas les moyens de l'acheter. Donc, si déjà ils mettent du beurre ou de l'huile d'olive, et vous l'avez pas ici, vous, l'huile, hein, c'est ça? Voilà, très bien. Alors, par contre, ce que je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir la réponse, c'est et l'huile d'argan. C'est pas la meilleure. D'accord, ok. Et c'est cher aussi. Oui. Saisonnière. Mais en fait, vous savez, moi je trouve que, donc là je vous donne des principes qui sont, je pense, tout à fait respectables.
Après, ça devient assez délirant. J'ai été interpellée par mon collègue obstétricien de Nancy, professeur Olivier Morel, parce qu'il a reçu un mail d'une journaliste qui piste une bonne femme qui fait un blog, alors elle se dit diététicienne, sur alimentation pendant la grossesse. Et là, au secours, les conneries qu'elle peut dire. Alors déjà, 4 œufs au petit déjeuner pour la femme enceinte, qu'il faut augmenter les apports de protéines de 20 grammes par jour. Pas d'où elle sort ça, parce que ça passe pas forcément le placenta. Mais un nombre d'insanités, si vous voulez, surréalistes. Et donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider, parce que je m'intéresse beaucoup à la nutrition, même la femme enceinte, donc j'ai commenté. Puis à la fin, je lui dis, tu sais, le problème, c'est juste d'avoir une alimentation équilibrée. Et je te rappelle que nos mères et nous-mêmes avons fait des enfants sans toutes ces conneries-là, et qu'a priori, ils se portent à peu près bien. Donc, il faut arrêter. C'est-à-dire que, notamment, on sait très bien que, par exemple, le régime méditerranéen, on sait très bien qu'il a beaucoup de vertus, notamment sur la santé à long terme. Donc, on peut très bien imaginer que l'huile d'olive ne fera pas de mal à nos petits-enfants si on leur met de l'huile d'olive dans leur alimentation. C'est-à-dire que maintenant, on veut essayer de... Enfin, il faut adopter les principes que je vous ai dit, puis après, comme dirait l'autre, le diable est dans le détail, en fait. Hein. Donc, si vous n'avez pas l'huile de colza ou de l'huile de lin, bah, c'est pas grave, vous mettez de la matière grasse telle que vous en disposez, en fait. Hein, et vous êtes aussi, vous avez été nourri avec vous en êtes pas trop mal sorti dans la vie non plus. Tu vois? Voilà. Donc il faut un peu relativiser quand même. Très intéressant. Oui, vous pouvez prendre la parole. Oui. Ah, c'est très important, oui. On sait que notamment pour le retard de croissance intra-utérin, il faut que le rattrapage avant l'âge de 1 an du périmètre crânien est un bon signe pour le neurodéveloppement après. Donc c'est important, oui, de suivre le développement du périmètre crânien. Donc, merci beaucoup pour cet atelier très intéressant, très interactif. On a beaucoup appris. Donc, on va applaudir encore une fois professeur Étanchez. Et donc, tout de suite, on passe à la pause. Merci pour vos questions. Merci à vous.